On va résumer le livre Germinal de Émile Zola. On va le résumer partie par partie et chapitre par chapitre. Donc on démarre avec le premier chapitre de la première partie. Donc ce livre débute avec un jeune homme qui marche sur une plaine. Donc il est complètement glacé, ce jeune homme. Il a des vêtements qui sont trop fins et qui ne le protègent pas du froid. Et en plus, il est affamé. Et il marche sur cette plaine en tenant un petit paquet sur lui, ce qui l'empêche de mettre ses mains dans ses poches pour se réchauffer. Cet homme va devenir le personnage principal de ce livre. Il s'appelle Étienne Lantier. Donc dans ce premier chapitre, il va un petit peu raconter sa vie à l'autre personnage de ce chapitre qui s'appelle Bonnemort. Bonnemort, c'est son surnom parce que ce vieux monsieur, qui est très âgé, il a fait 50 ans de mine. Il a commencé quand il était tout petit, vers 8-9 ans, et il a toujours travaillé à la mine, et il a eu 3 fois des graves accidents dont il a failli mourir, et les 3 fois, il n'est pas mort. Donc maintenant, c'est un vieux monsieur, et c'est le plus âgé de la tribu des Maheu. On va les retrouver dans les chapitres suivants. C'est une famille qui est composée de plusieurs personnages dont on reparlera plus tard. Mais lui, il est le plus vieux. Donc on revient à notre jeune homme qui s'appelle Étienne Lantier. Il arrive dans cette plaine et il trouve un homme qui est charretier. Donc si j'ai bien compris, son travail à lui, c'est d'atteler les chevaux et de les renvoyer avec des berlines. Ça doit être des genres de petits chariots, des charrettes remplis de charbon. Il les met sur les chevaux et il renvoie les chevaux à la mine avec ce charbon. Et quand ils reviennent à vide, et ben de nouveau, il remplit et il renvoie les chevaux. Donc dans ce chapitre, ce qu'on apprend d'important, c'est que Étienne Lantier, il est parti de Lille parce qu'il a giflé son chef. Donc on voit qu'il a une personnalité déjà un petit peu rebelle, mais alors il le paye cher parce que maintenant il est sans travail, il a très honte d'être au chômage, il est affamé, il a des vêtements insuffisants. Et on découvre un univers où tout le monde est dans la misère. Parce que même Bonnemort, qui a travaillé toute sa vie, lui-même, il dit si on pouvait avoir de la viande de temps en temps ou seulement du pain. Même le pain, qui est l'aliment de base, il n'en a pas suffisamment. Et pourtant, le vieux Maheu, donc Bonnemort, il est le plus âgé d'une famille dans laquelle tout le monde travaille à la mine, du plus grand au plus petit. Ses enfants et ses petits-enfants travaillent aussi dans la mine. Et pourtant, ils n'ont pas, en travaillant tous, suffisamment pour manger à leur faim. Donc c'est surtout un chapitre qui plante un décor de misère, et ce chapitre se termine par Étienne Lantier qui continue son chemin. Donc il était venu demander à Bonnemort s'il n'y avait pas de travail. Il lui a dit que pour l'instant il y avait une sorte de déclin, il y a de moins en moins de travail dans les mines, mais pourtant les propriétaires de ces mines-là sont des grandes familles très riches, n'empêche qu'ils déclinent. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail et qui vont sur les chemins. Et Étienne Lantier, il est au désespoir, cet homme-là. À un moment, il se dit même, j'aimerais bien me coucher dans un coin et attendre la mort, parce qu'il n'a plus de perspective d'avenir. Il est humilié de ne plus avoir de travail, et puis en plus, il crève de faim. Voilà, et c'est comme ça que se termine ce premier chapitre, avec deux personnages à retenir, qui sont Étienne Lantier et Bonnemort, l'aïeul, l'ancêtre de la famille Maheu. Résumé du deuxième chapitre de la première partie de Germinal de Émile Zola. Alors c'est un chapitre qui est très intéressant parce qu'il nous montre la vie des ouvriers de cette époque et de ce milieu-là. Alors Émile Zola, c'est un romancier, c'est pas un journaliste. Ce qu'il nous raconte, c'est la vie d'une famille. Peut-être que la caricature est poussée un peu loin, mais en tout cas, il y a quand même une pointe de réalité, parce que quand ce roman est paru, les gens n'ont pas dit c'est un mensonge, les familles ne vivent pas comme ça. Donc il y avait effectivement cette très grande pauvreté. Dans ce chapitre, on rencontre la famille Maheu. Donc c'est le fils de Bonnemort qu'on a vu au chapitre précédent, avec sa femme et ses 7 enfants. Alors c'est un peu rigolo parce que les noms de famille, il les décline en fait. Donc le père s'appelle le Maheu et la mère s'appelle la Maheude. Donc ce sont les parents. La mère, on la voit qui est encore au lit parce qu'elle a l'air d'être épuisée. Elle vient de mettre au monde 7 enfants quand même, cette brave dame. Et elle a un bébé qui est tout petit. C'est une petite fille qui s'appelle Estelle et qui a quelques mois, 3 mois je pense. Donc on va prendre le temps de présenter cette famille parce qu'ils vont être importants dans le reste du livre, surtout un de ses personnages. On va commencer par elle, puisque ce sera certainement la plus importante, c'est Catherine. Donc c'est une jeune fille qui a 15 ans, elle est très gentille, c'est elle le matin qui se réveille en premier, qui allume le feu, qui prépare les tartines pour toute la famille. Elle a l'air de pas beaucoup
de pas beaucoup se rebeller, elle est assez docile. Même si tout est difficile, elle s'en plaint pas. Donc elle réveille ses 2 frères qui sont Zacharie et Jeanlin. Donc ces 2 garçons, je pense qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand que les autres, Zacharie qui doit avoir 21 ans et Jeanlin 11 ans. Donc ces 2 frères, elle les réveille en arrachant les couvertures et ça la fait rire, mais ses frères se fâchent. Donc dans son lit à Catherine, quand elle s'est réveillée, il y a sa petite sœur qui s'appelle Alzire. Alors elle, c'est une petite fille qui semble avoir une infirmité. Elle est bossue et elle sort pas du lit. Donc, je ne sais pas si dans le reste du livre elle va sortir du lit, mais là, elle a l'air d'être vraiment en mauvais état, cette pauvre petite fille. Donc on voit toute cette famille qui se réveille pour partir à la mine. Donc les garçons partent avec leur père. Catherine, elle met des habits de garçon et on voit plus que c'est une jeune fille sous ses habits de garçon. Et ils partent tous en râlant un petit peu et ils se moquent un peu des voisins. Ils accusent la voisine d'avoir 2 hommes dans sa maison, 2 hommes pour elle. Et ils sont un petit peu, moi je ne sais pas si on peut dire vulgaire, mais en tout cas ils ont un langage, on dirait un langage de charretier, c'est-à-dire qu'ils ont des mots un petit peu. Ils disent par exemple, oh c'est cochon de dormir jusqu'à 6 heures du matin. Disons qu'ils s'envoient un petit peu des gros mots à la figure. Et la maman reste au lit, alors on ne sait pas pourquoi, mais elle dit prenez tout le pain, j'ai encore des vermicelles pour les enfants. On voit que le souci de se nourrir est quand même très présent. D'ailleurs, elle dit à son mari j'ai plus d'argent pour finir la quinzaine, donc les 15 jours qui restent, comment je vais faire pour nourrir tout le monde? Donc ils sont encore très pauvres, ils partent tous travailler très tôt le matin et ils disent que même en travaillant tous, ils comptent les sous que rapporte chaque salaire, ils arrivent à peine à se nourrir. Ils ont l'air quand même d'être assez solidaires les uns avec les autres, parce que le père dit à la mère, oh, il me reste 2 sous. Et la mère lui dit, bah, c'est pas grave, garde-les pour boire une chope, de toute façon, c'est pas avec 2 sous que je vais pouvoir nourrir tout le monde. Et ils ont quand même le souci les uns des autres, et ils sont très travailleurs, parce qu'ils se lèvent tous à 4 heures du matin pour aller travailler, enfin, ou à 6, et personne se plaint, enfin, ils se plaignent d'être fatigués, mais il vient l'idée à personne de dire, moi, j'y vais pas. Donc voilà, ce chapitre 2, il se passe dans cette famille, et il nous montre un petit peu la vie ouvrière de cette époque des mineurs. Et tout le monde se met en route pour partir à la mine en rigolant et en plaisantant sur la voisine, en pouffant de rire et en cheminant joyeusement. Germinal de Émile Zola, résumé du 3e chapitre de la partie 1. Donc Étienne arrive à la mine du Voreux. Il commence par demander à toutes les personnes qu'il rencontre s'il n'y a pas du travail. Et à chaque fois, les réponses sont les mêmes. Il y a plein d'ouvriers errants qui cherchent du travail, mais on n'embauche plus de mineurs. Il est complètement glacé et il y a de très longues descriptions sur la mine, à quoi elle ressemble, comment c'était, avec beaucoup de termes techniques. Alors moi, c'est pas mon truc, mais s'il y a des gens que ça intéresse, ils peuvent retourner lire le chapitre. Il y a vraiment de longs passages sur le fonctionnement technique et à quoi ressemblaient les mines à cette époque. Et Étienne, il a une question au fond de lui qui est la même que dans le premier chapitre. Il dit presque à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert de continuer à demander, de continuer à se battre, parce que dans le fond, il pense qu'il obtiendra jamais rien, il pense qu'il ne sera pas embauché et que même s'il était embauché, il resterait dans la même misère. Donc il entend que des refus et puis d'un coup il tombe sur les Maheu qui partent au travail avec les Levaque. Les Levaque, c'est leurs voisins. Il voit Catherine en premier et il pense que c'est un doux garçon parce qu'elle a des vêtements de garçon, mais elle a quand même ses traits de fille. Et donc le père Maheu lui répond, comme ont répondu les autres, qu'on ne cherche pas de travail. Et il dit à sa famille, vous voyez, un miséreux sur les routes, on se plaint, mais on pourrait être comme lui, ce serait encore pire. Ensuite, on découvre une autre famille. Alors, c'est un peu le même principe que le Maheu et la Maheude. Ils déclinent les noms de famille. Donc, c'est le vieux Mouque, son fils, c'est le Mouquet, et sa fille, c'est la Mouquette. Alors, la Mouquette, elle nous montre un petit peu les mœurs de l'époque, ou en tout cas dans ce milieu, parce que, alors, elle a l'air d'offrir ses charmes, dirons-nous pudiquement, à tous les ouvriers de la mine. Mais en même temps, elle a ses principes. Elle dit, on dira jamais de moi que j'ai été avec quelqu'un d'autre que la mine. Elle est fidèle dans son sens aux ouvriers de la mine. Et alors les autres plaisantent, mais en même temps, même s'ils plaisantent, c'est des moqueries qui restent raisonnables et il lui manque pas tellement de respect. C'est un peu spécial comme milieu, et déjà dans le chapitre précédent, il parlait de la voisine un peu sur le même ton. On voit qu'il y a une grosse promiscuité et qu'ils sont comme ça les uns un peu sur les autres et que du coup il n'y a plus vraiment de barrière ou de pudeur, c'est un petit peu le cirque.
Et puis la mouquette annonce quelque chose. Elle annonce que, il y a une jeune fille qui est décédée. Alors là encore, c'est comme les autres sujets, comme l'amour, la mort, on en parle avec presque un détachement ou en tout cas avec une familiarité un peu surprenante. Elle raconte: «On l'a trouvée morte comme ça. On l'a trouvée raide sur son lit». Donc en tout cas, il y a une ouvrière qui est morte et cette ouvrière, elle travaillait avec Catherine. Donc apparemment, ils ont des sortes d'équipes et dans l'équipe de Maheu, il y a aussi, la famille, Levaque qui a fait la route avec eux et il y a un homme qui s'appelle Chaval et donc avec une personne en moins dans l'équipe, ils vont avoir, des difficultés à remplir un maximum de charrettes et s'ils remplissent moins de charrettes et ben, ils sont moins payés. Donc du coup, c'est le père Maheu qui va dire: «Eh, il y avait un ouvrier là sur le chemin, allez vite le rattraper, on va l'embaucher». Évidemment, lui n'a pas le droit d'embaucher pour la mine, mais il en parle à son supérieur qui dit: «Bon, ben, on va l'embaucher provisoirement en attendant que le grand chef soit là pour le faire». Donc il envoie Catherine qui cavale derrière lui, qui réussit à le rattraper et qui lui dit: «Venez vite, on a du travail pour vous». C'est un travail qui a une particularité, c'est qu'en général, c'est un travail qui est réservé aux filles. Et Catherine, elle fait ce travail-là et le grand chef ou les contremaîtres, ils aiment pas trop que les filles travaillent dans la mine parce qu'ils trouvent que c'est mauvais pour leur santé. Alors est-ce que c'est vraiment de l'altruisme? Je ne sais pas, mais surtout ce qu'ils réalisent pas, c'est que ces gens ont des salaires tellement bas que s'ils ne font pas travailler leurs filles, eh ben, ils arrivent même plus à nourrir tout le monde. Donc les ouvriers veulent absolument que les hommes ne prennent pas le travail de leurs filles parce qu'après ils pourront plus les placer et plus récupérer les quelques sous pour le travail des filles. Donc malgré tout, Maheu demande à ce qu'on embauche cet homme-là pour faire ce travail de fille. Donc Étienne est embauché, il descend dans la mine par une espèce d'ascenseur. Alors lui, il a peur de cet ascenseur et puis il se retrouve collé contre Catherine et il n'a toujours pas compris que Catherine était une fille. Il pense toujours que c'est un garçon avec ses vêtements de garçon. Et Catherine, on voit que tout le long, elle a bon cœur. C'est une fille qui a de l'humour et elle lui dit: «Mais enfin, t'es donc bien bête de te demander comment ça se fait que je suis rembourrée devant, on va dire». Il dit: «Est-ce que tu réfléchis pas? Est-ce que mon coude à la place de l'avoir dans les côtes, tu l'aurais pas dans l'œil?» Ils ont une façon de parler comme ça très, très particulière et puis en travaillant avec elle, puisqu'ils travaillent ensemble sur la même tâche, il finit quand même par se rendre compte que c'est une fille. Donc Étienne, il a eu un peu peur à la descente et il s'est mis à ce nouveau travail. Donc apparemment, ils apportent et ils rapportent les sacs de ce que les mineurs extraient de la mine. J'ai pas très bien compris parce que ça doit être sur des rails, si je vois et lui, il est moins adroit qu'elle, elle est beaucoup plus adroite que lui, elle est habituée à travailler accroupie et lui, pour lui, c'est difficile et encore une fois, il est repris un peu par son désespoir. Il se demande si ça vaut le coup et il est un peu gêné de pas arriver à faire le travail d'une fille. Enfin, ils passent toute la matinée ensemble et puis la pause de midi arrive et là, on va voir que Catherine est encore une très chouette petite jeune fille, donc du haut de ses 15 ans. Ils ont partagé le pain à la maison pour que tout le monde puisse avoir un sandwich et on voit que vraiment le moindre morceau de pain est compté. Et quand elle le voit et qu'elle sait que depuis plusieurs jours il n'a pas mangé, elle insiste pour qu'il prenne un morceau de son sandwich. Et lui il ne veut pas, il a sa fierté d'homme déjà qu'il n'arrive pas à remplir ses trucs comme elle, là, ses cagettes ou je sais pas quoi. Donc il ne le prend pas très bien qu'elle lui propose son sandwich, il n'a pas envie qu'elle lui fasse la charité, mais en même temps il crève de faim. Donc elle use d'humour un peu, elle lui disait: «Bah alors tu fais le précieux, tu veux pas croquer derrière moi mon sandwich? Allez tiens, je te donne l'autre côté là où j'ai pas encore croqué». Et lui il se régale parce qu'il mourait de faim, il est très content qu'elle ait cette attention de lui donner un morceau de son sandwich. J'ai pris un peu d'avance parce qu'en fait ce passage il se passe dans le chapitre suivant. Mais bon, c'est pas bien grave, ça sera une petite avance sur le chapitre suivant et on va attaquer directement le résumé du chapitre 4. Germinal de Émile Zola, résumé du chapitre 4. Alors dans ce chapitre, il va y avoir deux éléments importants. Il va y avoir les sentiments amoureux naissants entre Catherine et Étienne et il va y avoir aussi le début de la révolte des ouvriers. On va suivre un petit peu le déroulement de ce chapitre. Donc il démarre avec la dureté du travail, c'est un peu long, il raconte comment le travail est extrêmement dur, ils ont froid, ils sont fatigués, etc. On voit qu'ils se parlent tous assez méchamment les uns aux autres par rapport au travail. Alors je ne sais pas si méchamment c'est le
le bon terme, mais en tout cas de façon un peu agressive, violente. Ils sont tous fatigués et ils se houspillent un petit peu tous les uns les autres. Par exemple, Zacharie, il dit à Étienne: «Et l'aristo, passe-moi le bois». Enfin bon, ils se dénigrent un petit peu comme ça les uns les autres. Mais Catherine, elle est toujours un petit peu là pour temporiser. Elle lui dit: «T'inquiète pas, tout le monde gueule ici, il faut pas mal le prendre», par exemple. Après, il y a un moment où quelqu'un dit à une gerçure. Donc apparemment, c'est les mines, donc c'est sous la terre, et elles sont étayées par des boiseries qui font que les gens creusent, et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils mettent des bois pour continuer à creuser. Et apparemment, ça s'écroule un peu. Et il y en a un qui le signale, et le père Maheu lui dit: bah laisse tomber, c'est pas grave, si on meurt, on meurt. De toute façon, il faut qu'on fasse un maximum de berlines. Donc les berlines, c'est les charrettes qui remplissent. On va pas commencer à refaire maintenant les boiseries. Et ça aura une importance plus tard dans le chapitre. Donc il continue à travailler et Catherine encourage beaucoup Étienne. Elle lui dit: si tu t'énerves, tu n'y arriveras jamais. Elle lui donne des conseils pour réussir à ne plus faire dérailler sa charrette et à bien travailler. Il nous raconte aussi, Zola, que la promiscuité donne à tous ces mineurs une forme de non-retenue. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, ils font des plaisanteries en disant que tout le monde est toujours sur la mouquette, et il dit qu'effectivement, d'être toujours les uns collés aux autres, ils ont comme ça un petit peu une vie commune où tout le monde semble un petit peu fricoter avec tout le monde. Enfin, surtout les jeunes, apparemment. Donc finalement, le travail continue à être très dur. Étienne a les pieds en sang, il a mal dans tous ses membres, et c'est enfin la pause déjeuner. Donc comme j'ai raconté accidentellement dans le chapitre précédent, elle va lui partager son sandwich, et lui, il va lui faire des confidences. Il va lui dire qu'il a giflé son chef et que c'est pour ça qu'il est parti. Il n'en est pas vraiment fier parce que déjà il s'est retrouvé sans emploi, et en plus c'est pas dans leur état d'esprit de se rebeller contre la hiérarchie. C'est pas quelque chose qui se fait facilement, et c'est un presque honteux pour eux. Et pour s'en excuser, il dit que, il avait bu et que quand il boit, il n'est pas dans un bon état, mais il a décidé d'arrêter parce qu'il vient d'une famille d'ivrognes et il a connu la violence et l'alcoolisme depuis toujours, et il a un peu fui ça. Il parle de sa mère qui vit apparemment à Paris, comme blanchisseuse à la Goutte d'Or, et qui a une vie vraiment de misère. Et il dit au sujet de sa mère: c'est pas avec le peu d'argent que je gagne ici que je pourrais l'aider un petit peu. Alors tout à la fin de ce chapitre, il se passe un événement qui va avoir des répercussions sur tout le livre, parce que ça va un petit peu expliquer le comportement des personnages. Étienne, on se rappelle qu'il trouvait que Catherine n'était pas belle, il trouvait qu'elle n'avait pas une figure intéressante, elle ne l'intéressait pas. Mais finalement, plus la journée avance, plus il s'attache à elle, et finalement, il finit par tomber un petit peu sous son charme. Et lui-même, il est un petit peu surpris des mœurs un peu légères qu'il y a dans cette mine, et il dit alors on trouve des amoureux facilement quand on vit tous ensemble. Et elle dit: bon bah oui, bien sûr. Et lui, il dit: oh, c'est pas grave, on dit rien au curé. Elle répond: ce qui m'inquiète, c'est pas le curé, c'est l'homme en noir. Et en fait, elle a un peu des superstitions comme ça. Elle croit qu'il y a un homme en noir qui vient chercher les jeunes filles qui ne sont pas sages. Et finalement, on comprend que Catherine, elle a quand même une certaine réserve. Elle dit: je me trouverai bien un amoureux un jour, ça doit bien arriver, mais pour l'instant, j'en ai pas, et puis j'ai un petit peu peur de décevoir ma mère. Donc ils sont tous les deux en train d'avoir cette conversation-là, et il y a un personnage qui fait irruption, c'est Chaval. Et Chaval, c'est un peu le méchant de ce livre. Chaval, il arrive et il embrasse violemment Catherine sur la bouche, sous les yeux d'Étienne, comme s'il ne le voyait pas, en faisant quand même attention que le père Maheu ne le voit pas. Et puis il s'en va comme ça. Et c'est un peu pour lui une façon de prendre possession et de dire que Catherine lui appartient à lui. Catherine se révolte, elle se débat, elle dit: non mais ça va pas la tête, c'est pas du tout mon amoureux, je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais Étienne, quand même, ça l'a coupé dans son élan. Maintenant il a vu que Chaval avait une relation, il suppose qu'il a une relation avec Catherine, il dit: bah, il va pas se pointer au milieu pour faire sa déclaration ou pour tenter d'embrasser cette petite jeune fille. Donc lui-même, il se referme, et c'est la fin de ce chapitre, et c'est aussi la fin, il semble, de cette idylle naissant. C'est comme ça que se termine le chapitre 4. Germinal de Émile Zola. Résumé du chapitre 5 de la partie 1. Alors ce chapitre, c'est un petit peu l'émergence de la contestation. Germinal, c'est une grande œuvre qui est très connue justement parce qu'elle raconte la révolte de ces mineurs
qui ne supportent plus leurs conditions de travail. Et dans ce chapitre-là, on voit l'émergence de cette révolte et comment a émergé cette envie de changer les choses. Donc apparemment, ils ont laissé Zacharie, le fils aîné de Maheu, pour un petit peu étayer la mine, pour éviter que ça s'écoule, pour boiser. Et donc il a fait ça pendant 1 heure. Et puis, ils parlent surtout du travail. Ils disent qu'il faut faire vite, qu'il faut faire un maximum de charrettes et que si les charrettes ont à l'intérieur des produits de mauvaise qualité ou alors si elles ne sont pas assez remplies, elles sont refusées et elles ne sont pas payées. On comprend alors que les mineurs sont des ouvriers à la tâche. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un salaire fixe par jour, mais ils ont un salaire qui est fixe, qui est payé en fonction de la quantité de travail qu'ils produisent. Et en fait, il y a à la fois une inquiétude et une révolte parce que parfois la qualité n'est pas bonne, mais c'est pas de leur faute et eux, leur salaire est baissé quand même. Et donc les esprits s'échauffent un peu. Mais ils ont très peur des mouchards et ils ont très peur aussi des chefs. Donc même quand les esprits s'échauffent, dès qu'il apparaît quelqu'un qui risque de répéter ou alors un supérieur, tout le monde se tait. Et Maheu le premier, Maheu il est celui qui calme un petit peu tout le monde, il est le père de famille et il est aussi celui qui est le plus raisonnable. Donc il arrive un personnage qui s'appelle Paul Négrel. Donc Paul Négrel, c'est le neveu du chef, du propriétaire de la mine, voilà. Et il arrive avec Dansard, qui est, lui, un genre de contremaître, un chef intermédiaire. Donc il vient montrer l'ouvrier qu'ils ont embauché, mais en même temps, pendant qu'il vient montrer l'ouvrier, il remarque les boisages. Et il dit, mais c'est dangereux, ça va s'écrouler sur vous, il faut absolument faire de boiser comme il faut, en même temps que correctement, en même temps que vous avancez. Donc Maheu, il est très en colère et il répond en mesurant ses propos parce qu'il se contient. Il dit bah, payez-nous correctement et alors on aura le temps de boiser correctement la mine. Et donc en fait le chef part en disant je vous donne 1 heure pour boiser et je vous mets 3 francs d'amende. Donc il leur met une amende parce qu'il considère qu'ils n'ont pas fait leur travail comme il faut. Le grand chef part et il reste plus que le chef intermédiaire, le sous-chef, on va dire. Et là, ils commencent pour une fois à lui tenir tête. Ils disent c'est inadmissible, comment vous voulez qu'on mange, comment vous voulez qu'on vive, on travaille et on n'a pas de quoi vivre. Et il finit par dire alors, si vous n'êtes pas content de devoir boiser quand vous faites vos charrettes, on va vous compter le boisage et les charrettes à part. Vous serez payé pour boiser, mais alors on vous payera moins cher vos charrettes. Et évidemment, les gens sont furieux parce que payer encore moins cher les charrettes, alors qu'ils arrivent déjà à peine à manger, c'est pas possible pour eux. Donc ça se termine comme ça. Apparemment, ils abrègent, ils font pas vraiment 1 heure de boisage, ils vont pour remonter. Mais l'ascenseur, je sais plus le nom de leur ascenseur, leur truc qui monte et qui descend, là, leur espèce de cage, n'est pas encore prête. Alors, en attendant, Catherine, elle invite Étienne à aller se reposer dans l'écurie parce qu'auprès des chevaux, il fait bien chaud. Et dans la paille, il trouve la Mouquette. Donc la Mouquette, c'est la jeune fille qui fricote un peu avec tout le monde, mais elle est toute seule. Elle était simplement allée dormir, elle s'était cachée dans la paille pour dormir parce qu'elle était très fatiguée. Et son père la trouve et il la frappe. Bon, ça semble, dans le livre, ça semble pas un drame qu'il l'ait frappée au passage. Il la traite de fainéante et puis il lui demande qu'est-ce qu'elle fait avec tous ces jeunes dans la paille. C'est juste une petite anecdote pour montrer un petit peu comment ils vivent. Et c'est vrai que c'est des conditions, des fois, qui sont proches des conditions des animaux. Ils vont pour se réchauffer dans la paille, ils vont les uns avec les autres. On se rend compte qu'ils sont quand même très déshumanisés. Et puis ils finissent par remonter dans la cage, je crois qu'ils appellent la cage leur ascenseur. Et pendant qu'ils sont dans cette cage, là, la colère gronde. Ils disent c'est inadmissible. Comment ça se fait qu'on nous a mis une amende? Comment ça se fait qu'on veut nous retirer le prix du boisage? Et l'ingénieur essaye de les calmer. Il leur dit quand on n'est pas le plus fort, on doit être le plus raisonnable. Et il s'adresse à Maheu, qui pour l'instant reste l'intermédiaire, pour essayer de calmer un petit peu tout le monde. Et donc finalement, la cage arrive à bon port en haut, et c'est comme ça que se termine ce chapitre. Ce qu'il y a à retenir, en gros, c'est que dans ce chapitre, c'est une timide émergence de contestation. Germinal de Émile Zola, résumé du chapitre 6 de la première partie. C'est aussi le dernier chapitre de cette partie. Donc ils sont remontés avec la cage, et il y a Zacharie qui demande à Mouquet s'il veut aller au volcan. Et le volcan, ça semble être un peu le café où les gens se retrouvent après leur journée de travail.
Ensuite, ils arrivent en haut et il y a Maheu qui ressort, en étant fâché, en disant qu'ils ont 20 sous de moins parce qu'ils ont 2 berlines, donc 2 charrettes qui sont refusées. L'une parce qu'ils considèrent qu'elle est pas complète, qu'il manque de la marchandise, et l'autre parce qu'ils disent que la houille est impropre, c'est-à-dire que le produit qui est à l'intérieur, n'est pas de qualité suffisante. Et Chaval, il s'en prend à Étienne. Il lui dit, qu'il a mal travaillé, que c'est à cause de lui. Et Maheu dit du calme, c'est son premier jour, on peut pas tout bien faire le premier jour. Enfin, Chaval est fâché, il s'en va, et derrière lui, il y a la Mouquette qui part en courant, et tout le monde rigole parce que, d'après eux, elle court après Chaval et lui ne veut plus d'elle. Donc ensuite, on revient vers Étienne. Étienne, lui, il a passé une très mauvaise journée et il veut pas rester ici. Il trouve que le travail est trop... c'est même pas que le travail est trop difficile, c'est qu'il s'y sent mal et qu'il est mal payé. Enfin, donc il décide de repartir. Il trouve que ça vaut pas la peine. C'est surtout ça qui est répété dans le livre. Il dit finalement que ça vaut pas la peine. Rien ne vaut la peine pour lui. C'est trop dur et il est un peu dans une forme de renoncement. Mais entre-temps, il y a Catherine qui a parlé à Maheu et elle lui a dit que Étienne était sans le sou, il était parti sans rien du tout. Et Maheu, il dit, mais tu vas mourir de faim là dans les 2 semaines qui viennent en attendant d'être payé. Il faut que tu demandes à quelqu'un de te faire crédit. Il dit, je vais t'aider à trouver quelqu'un qui te fera crédit. Il dit, au pire, on nous le refusera et puis voilà, on sera juste quitte pour un refus et ça va pas nous tuer. Et du coup, il se retrouve face à Maheu et Catherine, et il ose plus dire qu'il voulait partir parce qu'il a peur qu'on le prenne pour un fainéant ou pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire le travail. Donc finalement, eh ben, il reste. Il comptait aller demander les sous pour sa journée, et puis finalement, il reste encore à la mine pour quelques jours. Ensuite, on saute vers d'autres personnages. Il y a une espèce de salle où les femmes travaillent en ramassant, je sais pas quoi, des morceaux de charbon ou quelque chose comme ça. Et parmi ces femmes, il y en a deux. Il y a Philomène Levaque et il y a la Pierronne. Alors la Pierronne, c'est une vieille qui a un caractère dur et elle vole un petit peu le travail de Philomène Levaque. Et Philomène Levaque, elle est très chétive, elle semble un peu maladive, elle est toute mince et elle se chamaille avec cette vieille dame qui lui vole son travail. Et apparemment, cette Philomène, c'est la maîtresse de Zacharie. Zacharie, c'est l'aîné des Maheu. Et il lui dit, vas-y, frappe-la. Et la vieille, elle répond, au lieu de donner des leçons aux autres, tu ferais mieux de reconnaître les 2 enfants que tu lui as faits. Et puis, ils évitent de peu une bagarre, mais enfin, c'est compliqué. On voit que les gens sont vraiment les uns avec les autres, et ils se battent tout le temps. Il y a des enfants, on ne sait même pas qui est le père. Enfin, c'est vraiment la misère noire. Donc ensuite, on repart vers Étienne qui se dirige donc vers ce fameux café avec Maheu. Et donc le café, il est tenu par un personnage qui sera aussi important qui s'appelle Rasseneur. Apparemment, Rasseneur, il s'est rebellé à la mine et il s'est fait renvoyer. Donc se faire renvoyer dans un monde où il n'y a aucune assurance chômage et où les gens ont à peine de quoi manger, c'est risqué, il aurait pu en mourir, mais finalement, il a ouvert son propre café et il s'en sort pas trop mal. Et il est devenu un petit peu le leader de la contestation, ce monsieur Rasseneur. Et Maheu lui demande si parmi ces 2 chambres, il n'y en aurait pas une qui serait libre pour un homme qui vient de se faire embaucher et qui est sans le sou. Et lui, il répond assez brusquement, non, il n'y a pas de chambre libre, et puis il s'en fout un petit peu. Et là, il va y avoir un retournement de situation. Donc Asner, il a une femme qui est beaucoup plus radicale que lui en politique. Et sa femme arrive et ils sont en train de parler d'une mine dans laquelle ça se passe pas bien. Et puis elle parle d'une lettre de Pluchart. On ne sait pas qui est Pluchart, mais ça doit être un genre de syndicaliste un petit peu, ou de rebelle d'une forme ou d'une autre. Et quand la femme arrive et qu'elle parle de lui, Étienne dit: ah ben je le connais, Pluchart. Et considérant qu'il connaît Pluchart, sa femme dit tout de suite: allez, donne-lui une chambre. Ensuite, il y a un très long passage qui parle du travail et de comment est la mine. Alors tout ça, je saute parce que j'y comprends rien et ça me saoule un petit peu, mais si ça vous plaît et si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez retourner lire la fin du chapitre 5, c'est aussi la fin de la première partie. Et les toutes dernières lignes, c'est Étienne qui brusquement décide de rester. Alors il dit, est-ce que c'est à cause des yeux clairs de Catherine? Est-ce que c'est un vent de révolte? Il ne sait pas, mais il veut redescendre dans la mine, je cite, pour souffrir et se battre. Il pense à tous ces gens dont lui a parlé Bonnemort
Et je vais citer, comme ça, il y aura une petite phrase qui restera originale de comment se termine, cette partie. Il dit, que, tous ces gens donnent à ce Dieu repu et accroupi, auquel 10 000 affamés donnaient leur chair sans le connaître. Donc c'est la conception qu'a Zola de cette usine, un espèce de monstre comme ça, qui est repu, mais qui continue à manger la chair de ceux qui sont affamés. C'est des mots un peu forts. Après, Zola, c'était quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots, hein. C'est lui qui a écrit aussi J'accuse. C'était le caractère de Zola et du coup, le livre, évidemment, est empreint de cette plume assez virulente. Voilà, c'est comme ça que se termine ce chapitre 6 et c'est la fin aussi de la première partie de Germinal de Émile Zola.